Bonjour et bienvenue sur Web TV Pro. Voici le quatrième webinaire sur l'équipement essentiel pour une Web TV de qualité. Dans un studio Web TV, on a pas mal de matériel, que ce soit l'éclairage, que ce soit les micros, que ce soit toute l'infrastructure vidéo, c'est-à-dire les caméras, les mélangeurs, l'éclairage, et puis aussi le fond vert. D'ailleurs, je vous invite à regarder le fond vert, en particulièrement sur l'image qui est juste en fond de moi, enfin sur le fond que moi j'utilise. C'est un très bon fond que je vous recommande si vous avez un petit studio, parce que en fait là vous avez le corps entier qui peut être enveloppé sur du fond vert, ce qui est pas mal, et puis c'est plutôt une bonne fabrication. Enfin, on en reparle juste après. Donc tout de suite, les équipements essentiels pour une web TV de qualité. Alors, pour ça évidemment il faut des caméras, donc ou de la caméra HD ou de la caméra 4K. Moi ce que je vous recommande c'est de la 4K. Ça me semble le plus évolutif et le plus durable dans le temps. Mais la HD fonctionne aussi parfaitement parce que les publications que vous allez faire sur le web, la plupart du temps, elles seront en HD, en 1920 x 1080 pixels, ou dans sa version un petit peu plus petite en HD 720. À côté de ça, vous avez aussi une possibilité d'utiliser des webcams tout à fait classiques, qui vous permettent en fait de faire du stream classique en HD. La plupart elles sont pas chères, faut quand même l'avouer. Vous avez une très bonne webcam, centaine d'euros à peu près, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, à mon sens, que ce soit chez vous ou dans un petit studio d'entreprise, c'est utiliser les caméras PTZ. Non seulement vous pouvez les commander à distance, vous pouvez les programmer. Franchement, dans un studio en général, ce sont les plus utilisés. Si vous voulez faire du reportage, évidemment, là, va quand même passer par des caméras classiques. Et ensuite, il faut fatalement des trépieds ou des stabilisateurs si jamais vous souhaitez faire du reportage avec un caméscope ou un appareil photo, pour faire des interviews, faire des images d'appoint. C'est ce qu'il vous faudra. Ensuite, il faut prendre en compte aussi un phénomène dont vous aurez toujours besoin, au moins de connaître ses fondamentaux, à savoir que la caméra elle produit un stream vidéo avec une certaine compression, avec des normes d'encodage H264 la plupart du temps, voire 265 si on arrive sur du 4K, ou enfin il y a différents types d'encodage que vous aurez aussi besoin de décoder à l'autre bout de la chaîne, à savoir sur votre mélangeur ou quand vous voulez regarder sur un téléviseur. Donc il y a tout un système à mettre en place. Donc c'est ce qu'on appelle les paramètres d'encodage qu'il faut connaître. Pour type caméra, en général, c'est du H264 en 1080p ou 1080i avec 25 ou 50 images de seconde. Essayer d'aller sur du 1080p, ça me paraît le plus insensé. Ensuite, vous avez pour lire ce qui sort de votre caméra, il faut fatalement une carte d'acquisition. Alors il y a des cartes d'acquisition qui sont des cartes internes sur un PC. Ça peut être aussi des cartes externes de type USB qui fonctionnent aussi bien sur du Mac que sur du PC. Et l'autre possibilité, c'est d'avoir un mélangeur juste au bout de la caméra. C'est-à-dire que en fait, la sortie HDMI de votre caméra, elle va sur le mélangeur qui récupère le flux vidéo
en HDMI ou SDI, suivant le cas, dans le mélangeur. Et à partir de là, vous pouvez le réintégrer dans votre production vidéo. Tout ça, ça génère une intégration relativement fluide, qui peut être ou donc sur PC, Mac, ou sur un mélangeur. Et à partir de là, vous pouvez retraiter le signal pour l'habillage, pour l'éclairage, la couleur, enfin, il y a un paquet de choses à faire avec, ce qu'il faut prendre en compte. Et ensuite, il y a les micros aussi à gérer. Vous avez deux types de micros principaux qui sont les microphones statiques avec un condensateur. Là-dedans, il y a par exemple un très bon micro, enfin les marques que moi j'utilise, c'est plutôt soit Rode, soit encore Shure ou Sennheiser, qui fabriquent globalement des micros sur lesquels ça fonctionne toujours. Quasiment toujours. Donc ça, c'est des marques qu'on peut utiliser. Moi, j'en utilise aussi d'autres qui sont peut-être moins chères encore, parce que là, c'est quand même de la marque de bonne qualité. En dessous de 200-300 €, vous n'en trouvez pas. En dessous, il y a des marques... les marques chinoises qui fabriquent aussi du bon matériel. Ça mérite d'être pas cher. Ça fonctionne, et puis il y a la post-production à faire, évidemment. Après, il y a les microphones lavaliers. Bon, ça, c'est plutôt les microphones, des micro-cravates. Vous en trouvez là aussi, encore une fois, des marques de référence. Il y a Rode, qui en fabrique des très bons. Je pense notamment à un micro que j'ai testé il n'y a pas longtemps, c'est le Rode Wireless Go 2. Je les ai utilisés à l'extérieur et bon, c'était nickel, le son était vraiment hyper propre. Après, il y a aussi des Sennheiser, évidemment, et puis d'autres marques assez courantes dans l'audiovisuel que tout le monde utilise. C'est de référence. Et enfin, il y a des micros de type Canon. Ça sont des micros qui ont une acquisition qui est vraiment très ciblée. Si vous pointez le micro en fait vers la personne que vous voulez interviewer, même à courte distance, à moyenne distance, le son reste propre. C'est ce qu'on voit souvent sur les micros peut-être pas de reportage, mais sur les micros en télévision des fois, et puis au cinéma quand la perchman il fait malheureusement rentrer le micro dans le champ de vision. Et puis ces microphones, ils ont fatalement une interface qui les relie soit à l'ordinateur, soit à une table de mixage. Alors il y a soit des cartes d'acquisition audio, soit encore des tables de mixage, qui sont reliés à ce moment-là à un PC ou à un mélangeur vidéo. Ça se fait soit par les biais de l'USB en ce qui concerne le PC en général, soit par d'autres connecteurs, par exemple les connecteurs XLR ou jack qui permettent de relier la table de mixage au son. La table de mixage, justement, alors ça c'est... il y en a de toutes sortes. J'en ai utilisé quelques-unes, que ce soit du Yamaha, que ce soit du Behringer, que ce soit du Focusrite ou encore Presonus. J'en ai quelques-unes que j'ai bien aimé travailler avec parce qu'elles étaient très complètes et puis on pouvait y insérer une multitude de micros. Là, c'est par exemple c'est l'équivalent d'une Focusrite, c'est une carte d'acquisition son. Bon, pour 2 micros, c'est très bien. Pour une personne seule, c'est très bien aussi. Bon, il n'y a pas beaucoup de réglages. Bon, pour essayer, pour débuter, c'est très bien. Ce qui est très bien aussi, et ça, j'en ai croisé à plusieurs reprises, aussi bien en radio qu'en télévision ou en entreprise, c'est des roadcasters. Ici, c'est le modèle 2, Rodecaster Pro 2.
Ça, c'est franchement un produit sympa. Il y a 4 micros qui peuvent être entrés en jack ou en XLR. Et puis, vous avez une entrée également mini jack ou USB-C, voire du Bluetooth, ce qui permet de relier, par exemple, un téléphone ou autre. Il y a un module d'enregistrement avec une carte SD. Tout ça, c'est plutôt sympa. C'est très accessible, c'est compréhensible. Les paramétrages se font là avec les potentiomètres, mais aussi avec l'écran graphique dans l'écran que vous voyez dessus, qui est dans lequel vous pouvez rentrer tous les paramètres que vous voulez, y compris un petit peu d'intelligence artificielle qui permet de réduire en fait certains bruits externes que vous pouvez entendre. Je vous le recommande, c'est vraiment le bon achat que vous pourriez avoir. C'est une table de mixage telle qu'elle se présente assez classiquement. Là, c'est du Behringer. Avec donc là, il y a 4 micros qui peuvent rentrer ou en XLR ou en jack, sur lesquels vous avez pas mal de paramétrages à mettre en place. Il y a des entrées et sorties. Il y a des entrées et sorties également vers le PC. Ce qui permet de... C'est vraiment une bonne table de mixage sur laquelle un Texon saura facilement gérer l'ensemble des paramètres. Et puis, ça c'est le gros truc que j'ai rencontré il y a 1 an sur une mission dans une radio qui se convertissait à la télévision. Une Presonus Studio 32C. Ça, c'est vraiment de la bonne cam. Bon, vous pouvez rentrer quand même plus de 16 micros. En télévision ou en web TV, on retrouve jamais autant. Vous en trouvez peut-être 8 canaux suivant les talk shows que vous pouvez faire. Ça, c'est vraiment de la grosse bécane. Et à côté de ça, il y a l'éclairage. L'éclairage, c'est aussi important que les caméras, que le son. Il faut compter à peu près. C'est un schéma. Pour une personne, vous devez compter il y a au moins 3 ou 4 lumières. Une pour l'avant, pour donner vraiment une direction de lumière, ce qui va générer d'un côté un bon éclairage et de l'autre côté de l'ombre. Et pour ça, vous avez un éclairage d'appoint qui permet justement de casser un petit peu les ombres et d'éclairer la partie qui est trop ombrée, la rééclairer un peu. Vous avez un éclairage en contre-jour, c'est-à-dire vous devez avoir un éclairage à l'arrière qui va vous éclairer un petit peu les épaules et un petit peu les cheveux pour vous détacher un petit peu du fond ou du décor, suivant le cas. C'est vraiment indispensable en fait. Et puis vous avez un éclairage d'ambiance qui là aussi permet d'éclairer l'ensemble de la scène ou donner un éclairage global si vous avez un décor ou pour l'ensemble pour que la caméra n'ait pas trop de contraintes. Donc ça c'est par exemple ce qu'on retrouve souvent, c'est un éclairage Fresnel. Alors c'est plus adapté en fait pour qu'il soit à distance de la personne que vous allez éclairer. Pour pas que ça soit près, parce que c'est un éclairage qui envoie vraiment du lourd. C'est plutôt sur des plafonds un petit peu plus élevés, au-delà de 3 mètres, pour qu'il y ait un angle d'incidence qui ne rentre pas directement dans les yeux. Parce que sinon, votre présentateur, il va venir avec des lunettes de soleil pour pouvoir au moins voir s'il a un prompteur ou s'il arrive à regarder la caméra. Donc, apprendre avec beaucoup de modération, beaucoup de délicatesse. Ça, c'est un autre panneau que j'aime personnellement, que j'aime beaucoup. En fait, c'est des panneaux LED qui est réglable aussi bien en intensité qu'en température pour la balance des blancs. Et puis surtout, il a un éclairage très diffus
ce qui permet de ne pas être trop dur sur la peau. On peut regarder cet éclairage directement dans les yeux. Donc, enfin, façon de dire, mais c'est un éclairage assez pratique. Franchement, je vous recommande, d'autant plus que là, il y a une télécommande avec, ce qui est quand même assez pratique. Et ça, c'est un autre éclairage. Ça, c'est ce qu'on appelle une lyre. C'est utilisé souvent, dans l'événementiel, mais je trouve que dans un studio, ça a aussi tout à fait sa place, parce que ça permet de changer l'éclairage quand il est au plafond, enfin quand cet appareil-là était au plafond. C'est motorisé, donc on peut aussi bien gérer sur l'intensité que sur la couleur, ou encore la direction de la focale, ou vers quel point on va éclairer. Et puis, il y a un truc qu'on voit souvent, c'est ce qu'on appelle les softbox. Une softbox, en fait, c'est la même chose que cet éclairage diffus, qui permet en fait d'envelopper votre source de lumière, et puis d'avoir un éclairage un peu moins dur sur la peau des gens. C'est vraiment agréable. Mais si vous regardez ce que je vous ai montré avant, ceux-là, ils font la même chose. Donc, le problème avec les softbox, là, c'en est une petite pour des panneaux LED, mais vous avez les softbox également pour ces types d'éclairage, pour les Fresnel. Et franchement, ça prend beaucoup de place dans un studio. Si vous regardez, je vais vous remontrer le studio juste avant. Dans ce studio-là, et merde. Dans ce studio-là, si j'avais mis encore en plus des softbox, ça aurait pas été pertinent du tout. On aurait encore coupé un petit peu d'espace de visibilité par rapport au décor. Donc ça, c'est une chose. Et puis, ces éclairages, suivant le type d'éclairage que vous achetez, il peut être commandé par DMX. Alors ça, c'est particulièrement intéressant sur des grosses installations, mais même sur grosses ou moyennes installations, parce que là, on peut, à distance, gérer tout l'éclairage. Et là, franchement, c'est peinard. C'est que là, vous avez d'un côté le contrôleur DMX, et de l'autre côté un câble qui va de lumière en lumière, qui est chaîné, et qui va vous offrir la possibilité de gérer l'intensité, gérer les couleurs, gérer encore la position, etc. Je vous en montre un. Ça, c'est un contrôleur donc bien réel. C'est ce qu'on vend, ça vaut une centaine d'euros. Et ça vous permet ensuite de chaîner, avec du câble XLR DMX, de chaîner l'ensemble de vos lumières et de gérer à travers cette télécommande l'ensemble de cet éclairage à partir d'un seul poste en fait. Et si vous voulez pas des câbles, vous avez la même chose qui existe avec du Wi-Fi ou du Bluetooth, je ne sais pas exactement. Mais ça fonctionne, je pense, plutôt bien. Le seul défaut que je vois, c'est l'alimentation. Là, c'est sur batterie. Donc, le gain que vous avez à ne pas monter à l'échelle pour faire vos réglages, là, il va falloir réalimenter les récepteurs de commande. Donc, à voir, quoi. Ensuite, le fond vert. Alors, je vais vous remettre le précédent. Le fond vert, vous avez différents types. Et là, l'éclairage, il est très franchement, c'est vraiment l'indispensable. Il faut choisir non seulement une qualité de fond, et puis il faut savoir l'installer évidemment, mais il faut aussi l'éclairage adapté. C'est-à-dire que vous avez d'un côté, vous devez éclairer le fond d'une façon diffuse,
et plus ou moins homogène. Il faut que le fond n'ait pas de pliure ou de reflets pour que l'incrustation puisse réellement se faire. Enfin, si vous faites du Premiere ou si vous faites vous utilisez différents systèmes pour de l'incrustation, plus le fond est uniforme, au plus facile ce sera à gérer. Donc éclairage adapté, et puis il faut la configuration de logiciel évidemment derrière pour que ça soit efficace. Alors là, je vous ai mis un fond qu'on voit souvent, enfin je pense souvent, ou qu'on devrait voir souvent chez les entrepreneurs, les petits entrepreneurs. C'est un qui se déplie, vous le montez comme un bref, vous le mettez derrière vous, ça monte à 1,50 m à peu près, ou 1,80 m, ça fait 2 mètres de large. Il n'y a pas de pli dedans. C'est plutôt une bonne fabrication. Si vous prenez du Elgato, qui fournit pas mal de produits pour des studios, pour simples entrepreneurs. C'est un système plutôt efficace. Un autre système efficace pour de l'éphémère, c'est Manfrotto Lastolite qui fabrique ça. C'est en fait un tissu qui est tendu sur une barre métallique, enfin on a vu, pliable. Et c'est comme ça que c'est emballé. Et le souci, c'est que quand vous devez le réemballer, là vous avez intérêt à trouver sur YouTube la technique, parce que c'est vraiment une manipulation un petit peu spécifique. Mais c'est un très bon produit aussi parce que vous avez d'un côté le fond vert et de l'autre côté vous avez le fond bleu. Et ça c'est plutôt pratique si vous avez des incrustations un petit peu complexes à faire, ça peut être pas mal. Celui que j'adore par-dessus tout, qui est aussi fabriqué par Manfrotto. Là c'est un tissu qui fait 4 mètres de large sur 2 mètres 20, 2 mètres 30 de haut. Avec avec 3 cadres métalliques qui sont attachés ensemble avec de l'élastique, et franchement ça c'est le meilleur achat de fond vert que j'ai pu faire. Bon, il y a d'autres techniques évidemment, mais là c'est du pratique. Vous le montez, vous le démontez en 5 minutes seul. La toile est tout de suite tendue. Vous avez même possibilité, ça fait 4 mètres de large, hein, donc vous pouvez vous mettre complètement, vous pouvez vous incruster complètement, même avec un petit peu de distance, de la tête aux pieds sur fond vert, ce qui est pas mal. Et puis si vous voulez agrandir, vous pouvez monter jusqu'à 8 mètres sans problème, et là ça vous fait quand même un gros espace. Et puis ça va jusqu'au sol. Vous voyez d'ailleurs au pied de cette jeune femme, vous voyez pas les rebords des cadres, ce qui permet de mettre en fait un tissu au sol, un tissu fond vert au sol, et vous avez une incrustation complète, ce qui peut vous servir par exemple sur des studios virtuels de type Aximétrie et d'autres produits 3D. Vous êtes franchement tranquille avec ça. La seule chose qui compte sur ce genre de produit, c'est l'éclairage en fait. Ensuite, on vient sur le truc le plus important, c'est le mélangeur. Alors il y a le mélangeur PC évidemment. C'est Mac, il y a aussi, et puis il y a le mélangeur matériel qui permettent en fait faire la commutation entre les vidéos en direct, et puis vous avez aussi la commutation audio, puisque l'audio rentre aussi dedans. Vous avez les effets, les transitions, vous avez souvent le streaming intégré, et parfois aussi l'enregistrement, ce qui est plutôt passionnant. Là, vous avez des produits qui tournent, des mélangeurs matériels, c'est ce qu'on appelle des mélangeurs, qui vont de 300-400 € jusqu'à
plusieurs dizaines de milliers d'euros suivant la complexité des marques. Et là, il y a vraiment des belles choses. Alors, ce que moi je trouve intéressant dans le mélangeur matériel, c'est vous allumez, c'est tout de suite fonctionnel. Alors qu'un PC ou un Mac, vous devez encore démarrer le logiciel et il peut y avoir 36 trucs qui peuvent arriver qui font que ça ne marche pas. Ça marche. Mais bon, il y a quand même des étapes qui ne sont pas négligeables. Donc voici trois exemples de mélangeurs. Vous avez un mélangeur très compact. Là, c'est un YOLO Leaf Pro. Qui permet de faire 3 rentrées HDMI, qui permet de rentrer de l'USB, qui rentre aussi du son en mini jack, avec un écran tactile. C'est très bien pour des petites, on va dire, pour des petits studios éphémères. Ça fait du direct, ça enregistre, ça fait pas mal de choses. Un autre mélangeur qui est bon, là on rentre dans une autre catégorie qui se trouve à peu près à une catégorie de je pense 5-6 000 euros, c'est un peu plus même. Là c'est un Roland Roland 120 HD. Là vous avez d'un côté vous avez la partie audio, ce qui est franchement bien. Et de l'autre côté, vous avez la partie image, c'est-à-dire vous rentrez vos sources vidéo, soit en HDMI, soit en SDI, je crois. Et puis au niveau son, c'est des connecteurs RCA, XLR, jack, qui vous couvrez, on va dire, les besoins. Avec à côté de ça, dedans un petit écran tactile qui permet d'un côté de faire du paramétrage et de l'autre côté où il vous donne une vue de ce qui est actuellement en réception, enfin de ce que vous recevez comme données. Alors celui-là il est pas mal. Je ne sais pas s'il fait du chroma key. J'en ai aucune idée. Je l'ai pas testé. J'ai testé une version NTC, enfin plutôt vieille. Sur lequel il n'y avait pas de chroma key, c'était ingérable. Et puis il y avait le son, c'était pas gérable non plus. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à regarder. Et enfin, le mélangeur professionnel, bon j'exagère un petit peu, là c'est un mélangeur de télévision. Vous voyez les 36 000 boutons qui servent tous à quelque chose, hein, attention, qui sont programmables, qui ont une affectation typique de la télévision. Ça fonctionne bien, c'est quelque chose de franchement pertinent. Ceci dit, dans un petit studio comme celui-là, un mélangeur intermédiaire était suffisant. On faisait essentiellement des enregistrements de formation et des petites interviews. Donc c'est un exemple de mélangeurs sur lesquels les petits mélangeurs peuvent être très bien et ça fonctionne, surtout ça fonctionne, c'est ça qui est essentiel. Je vous remonte le Yellow, enfin les 3 mélangeurs, je vous les remonte. L'Anox, le YOLO Leaf Pro. Donc vous avez les différentes entrées, vous avez une connectique RJ45, RJ45 USB qui vous permet d'envoyer sur du stream, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitch, sur ce que vous voulez. C'est pratique quand vous avez peu d'espace et que c'est éphémère. Une fois, moi je préfère la version un petit peu plus costaud. Alors là c'est un Roland, mais j'aurais pu aussi vous mettre du data vidéo, du TriCaster, du Kairos de chez Panasonic ou d'autres. Il y a plein de marques. J'avais fait une analyse de tous les mélangeurs. Tout type confondu, je suis tombé à, je crois, 120, 130 mélangeurs de différentes marques. Et ça évolue constamment, donc c'est un investissement qui n'est pas négligeable, qui a une durée de vie en fonction de ce que vous achetez, qui a une durée de vie de 4-5 ans.
Après, les technologies, elles évoluent. C'est un petit peu comme dans le monde informatique. Hein. La technologie bouge. Bon, là, on est dans une comment dire, dans une époque où on va mélanger l'audiovisuel, le monde informatique et le monde des réseaux. Donc, il faut intégrer que vous puissiez intégrer dans votre mélangeur aussi bien des sources HDMI, SDI, mais aussi des sources vidéo qui proviennent du réseau local ou du réseau à distance. Donc c'est des différents protocoles de type SRT, NDI doivent pouvoir rentrer dedans. Certains constructeurs ont malheureusement pas pris l'option NDI ou SRT, ils sont peut-être sur d'autres protocoles, sachant que le NDI et le SRT sont deux protocoles qui sont très répandus aujourd'hui et qu'il ne faut pas négliger. Allez, on continue sur notre sujet. Donc le très gros mélangeur. Là, vous êtes sur un mélangeur qui va bien au-delà des 50 000 €, je pense, voire beaucoup plus. Donc, on va passer. C'est pas le sujet, du moins pour l'instant. Sauf si vous voulez monter une chaîne de télévision à part entière. Mais je pense que dans la plupart des cas, ça va pas être votre sujet. Ensuite, pour visionner en régie, il faut des bons moniteurs. Ça peut être des téléviseurs, évidemment. Prenez de la qualité, ça c'est essentiel. Ce qu'on diffuse, ça sont on a beaucoup d'images en régie à traiter et il faut avoir un œil sur tout. Donc, faciliter à ceux qui sont en régie le boulot avec de la bonne qualité. Et ensuite, il y a des moniteurs de contrôle et en régie, mais aussi sur le plateau pour que la personne qui va être devant son écran, devant la caméra, elle puisse voir. Alors bon, on ne voit pas ici. Là, il y avait aussi la jeune femme qui était devant la caméra. Elle avait aussi un écran devant elle pour pouvoir se voir. Bon, des fois, elle était un petit peu rigolote. Se refaisait sa coiffure pendant le tournage. Chose qui arrive. Donc, tous ces moniteurs, ça fait partie de l'essentiel sur un plateau de télévision, sur un studio, y compris sur Web TV. Il faut avoir un œil sur tout. Il faut voir ce qui se passe aussi bien de ce qui est envoyé sur Internet ou en diffusion que ce que la caméra lui filme. Et aussi bien la personne qui va être sur le plateau que d'autres personnes qui sont peut-être aussi en studio puissent voir ce qui se passe. Pour ça, on relie en général du câblage vidéo qui va être du câblage SDI ou du câblage HDMI. Il y a des limitations. Le SDI, il est présent que sur les caméras haut de gamme. Le HDMI, il est partout, mais il n'est pas de bonne qualité. Il a des défauts, on va dire ça comme ça. Et notamment, la connectique n'est pas verrouillée. Donc, tout d'un coup, l'image peut disparaître juste parce que le câble HDMI, le connecteur HDMI s'est déconnecté. Ce qui arrive malheureusement. Et ensuite, vous avez les technologies plus récentes. Les caméras intègrent des fois une prise RJ45 ou un connecteur USB qui permet de relier au réseau. Attention, il faut bien regarder que ce soit du réseau pour transmettre des vidéos. C'est-à-dire que pour qu'on puisse streamer sur ce lien USB ou sur cette carte réseau. Les caméras PTZ, par exemple, ont pratiquement toutes du RJ45 ou du HDMI également. Enfin,
En plus du RJ45, ils ont souvent du HDMI ou du SDI, voire de l'USB dessus. Ce qui est le plus intéressant, c'est RJ45. Et il y a des caméras qui sont dotées de 2 prises RJ45. Une pour le réseau de commande et une autre pour la diffusion vidéo. Ça dépend de la technique. En général, le RJ45 réseau suffit aussi bien pour commander la caméra PTZ que pour l'alimentation, que aussi pour la diffusion des images. Donc regardez bien ces PTZ, elles sont vraiment intéressantes, même si elles sont comptées à minimal 1000 € à peu près pour une caméra PTZ. Mais ça peut monter crescendo pour les bonnes marques. Une bonne marque d'entrée serait pour moi PTZ Optics ou Panasonic, qui ont aussi des produits d'entrée. Et puis après ça monte très facilement à 4-5 000. Pour celles que vous voyez à la télévision, les caméras PTZ que vous voyez à la télévision, sur France Info, sur TF1, sur toutes les chaînes d'infos, c'est des caméras qui valent quand même dans les 10 000 € pièce. Mais qui fonctionnent sur ces technologies-là, entre autres. Et on continue. Ensuite, il faut également prévoir, ça peut être utile, à côté d'un mélangeur, avoir un logiciel de streaming. Même si les mélangeurs permettent de faire du streaming, il est parfois bon d'avoir également un second mélangeur virtuel, c'est-à-dire un logiciel de streaming, qui là vous permettra de rajouter éventuellement des éléments graphiques, de faire peut-être plus facilement l'incrustation fond vert, etc. Il y a tout un intérêt. Alors bon, il y en a quelques-uns qui existent sur le marché. Moi j'aime bien, j'avais testé OBS Studio pendant plus d'1 an, avant de passer à vMix, parce qu'il était le plus complet au final. Et ensuite, il y a le logiciel de montage, quand on fait de la post-prod, fatalement, on passe ou par Adobe, ou par Final Cut Pro, ou DaVinci, ou encore des outils open source, un petit peu comme Kdenlive, enfin, globalement, ils font pas tous la même chose. Chacun sa préférence. Moi, j'ai une préférence pour Adobe Premiere parce que finalement, je me suis habitué et puis c'est difficile de passer de l'un à l'autre. Voilà, on a vu l'essentiel. Évidemment, en formation, si j'interviens chez vous sur une formation studio complète ou web TV complet, on va beaucoup plus dans le détail, on répond beaucoup plus à vos questions et on vous donnera d'autres anecdotes et points de vue techniques utiles pour nous. Alors, donc moi je fais du conseil, de la formation, mais je fais aussi, parce que pour moi le conseil c'est bien, mais il faut aussi tester le matériel. C'est peut-être là un petit peu ma particularité. Je travaille aussi bien sur la pratique, c'est-à-dire ce que je recommande ou les conseils ou la formation que je peux vous fournir est une formation qui est essentiellement pratique. C'était initialement mon métier, et puis franchement j'aime bien créer aussi. Voilà, donc je suis Gilbert Winborg, consultant audiovisuel et puis également formateur. Vous avez le QR code qui vous permet d'accéder à mon site internet, et puis vous y trouverez une somme d'articles que j'ai pu écrire sur l'audiovisuel et le streaming et la télévision, et puis également les différentes formations que je mets en place. À très bientôt.